1945, la Seconde Guerre mondiale atteint son paroxysme. Les Marines débarquent sur les plages d'Iwo Jima et vivent une des journées les plus sanglantes de leur histoire. « 1950, un des derniers grands assauts amphibies de la guerre oubliée de Corée. Les Marines s'approchent de l'artillerie du port d'Incheon. Les mers et les océans couvrent 2/3 de la surface du globe. Durant longtemps, les assauts depuis la mer ont été la façon la plus courante et souvent la seule tactique disponible pour une grande puissance de déployer ses troupes. La réussite d'un débarquement peut favoriser la victoire finale, tandis que son échec entraîne la mort d'un grand nombre de soldats et constitue un désastre politique et militaire. La stratégie assaut amphibie. La guerre du Pacifique, début de l'année 1945. Les Japonais battent en retraite. Les forces américaines et alliées se dirigent vers le Japon pour attaquer sur 2 fronts. Au cours des 2 années et demie de pérégrination à travers le Pacifique, les forces américaines ont dû batailler ferme pour conquérir divers archipels aux mains des Japonais. Le général des Marines, Holland Howling Mad Smith, et ses hommes aguerris font face à une épreuve des plus rudes. Iwo Jima, petite île volcanique à 1000 km au sud du Japon. Cette tête d'épingle de quelques 20 km² est cruciale pour 2 raisons. Ces pistes d'atterrissage fourniraient une base pour les chasseurs afin qu'ils puissent escorter les super forteresses B-29 qui décollent des îles Mariannes pour bombarder le Japon. Les unités de bombardiers subissent de très lourdes pertes. L'île permettrait donc aux bombardiers trop endommagés pour regagner les îles Mariannes de s'y poser en catastrophe. L'île est défendue par 22 000 soldats japonais. Cela fait 3 ans qu'ils peaufinent la défense de cet îlot hautement stratégique. Iwo Jima est la première île japonaise menacée par les Alliés. Les Japonais sont prêts à la défendre très chèrement. Comment le général Howling Mad Smith et ses stratèges peuvent-ils conquérir cette forteresse? Quelques années plus tard, un autre assaut amphibie se prépare à proximité de la péninsule coréenne. À son commandement, le général Douglas MacArthur est confronté à un défi d'une toute autre nature. Le 25 juin 1950, les troupes communistes nord-coréennes lancent une attaque surprise sur la Corée du Sud. En 3 jours, elles arrivent à Séoul et conquièrent la capitale. Au mois d'août, elles ont repoussé les forces sud-coréennes, américaines et onusiennes dans une enclave autour de Pusan, sur la côte sud-est. Le général américain Douglas MacArthur est chargé d'organiser la riposte. C'est lui qui a commandé le front sud de la vaste campagne alliée dans le Pacifique. Très confiant comme à son habitude, MacArthur assure à la presse qu'il reprendra Séoul en 3 mois. Comment MacArthur peut-il inverser le cours de la guerre et respecter sa promesse? Dans les 2 cas, la stratégie implique un assaut depuis la mer. Accoster sur des rives hostiles est une entreprise à haut risque. Les généraux qui optent pour cette stratégie, ou ceux qui sont contraints d'y recourir, doivent satisfaire à plusieurs exigences. L'objectif. Le commandant et ses officiers doivent connaître les raisons du débarquement et les objectifs immédiats. Les renseignements.
Le commandant doit connaître les conditions que vont affronter ses troupes. Non seulement la force de l'ennemi, mais aussi le relief du terrain, de la zone cible, ainsi que les spécificités locales des marées. L'approche. Les stratèges doivent acheminer les troupes et l'équipement jusqu'à la zone de débarquement. La traversée peut aller de quelques kilomètres à plusieurs milliers de kilomètres. L'assaut. Les défenses ennemies doivent être sapées, voire anéanties. Les troupes doivent disposer de l'équipement adéquat pour gagner le rivage, le plus souvent sous le feu nourri de l'ennemi. La tête de pont. Les soldats doivent sécuriser une tête de pont afin de parer à une éventuelle contre-attaque et permettre l'arrivée régulière des renforts et des ravitaillements. La percée. Les troupes doivent quitter la tête de pont et entamer l'étape suivante du plan de bataille général. Il est crucial de noter qu'un assaut depuis la mer est rarement une stratégie isolée. Il fait le plus souvent partie d'une vaste campagne militaire. Quand on planifie un débarquement, ce serait une erreur de croire qu'il s'agit simplement d'acheminer des troupes sur le rivage. Il est essentiel de pouvoir traverser la plage et de s'enfoncer dans l'arrière-pays. C'est absurde de lancer un assaut amphibie juste parce qu'on possède la suprématie maritime. Il faut disposer d'une force de frappe conséquente pour profiter du succès du débarquement. Le premier impératif quand on attaque par la mer, c'est de fixer un objectif précis. D'un point de vue stratégique, il faut savoir pourquoi on entreprend une opération aussi risquée. D'un point de vue tactique, il faut savoir ce que les troupes doivent faire une fois sur le rivage. Howling Matt Smith et l'amiral de la flotte Chester Nimitz ne disposent pas d'autre option stratégique. Pour chasser les Japonais de leurs bastions sur les îles du Pacifique, la plupart des offensives devaient être lancées depuis la mer. Iwo Jima est une étape essentielle de la conquête américaine des îles du Pacifique. Elle est stratégiquement incontournable. Comme ils ont perdu énormément d'hommes, Nimitz et ses commandants sont contraints de limiter le nombre d'opérations militaires. La plupart des îles défendues par les Japonais dans le Pacifique ont été ignorées. Les amiraux américains ont estimé qu'il ne valait pas la peine de perdre du temps, du matériel et des hommes. D'un point de vue tactique, Smith a fixé un objectif précis: conquérir l'île le plus rapidement possible afin de permettre aux chasseurs d'escorter les bombardiers. Pour l'adversaire de Smith, le général Tadamichi Kuribayashi, l'objectif est des plus héroïques. Il ne peut pas quitter l'île et ne peut compter sur aucun renfort ni aucune protection aérienne. Ces hommes sont condamnés à mourir le plus glorieusement possible en tuant le maximum d'ennemis. Kuribayashi fait évacuer tous les civils et transforme l'île en forteresse. Iwo Jima est constellé de casemates et de pièces d'artillerie bien camouflées, toutes reliées par un réseau de galeries souterraines. En Corée, l'objectif stratégique du débarquement prévu par MacArthur est très simple: libérer Pusan du siège de l'armée nord-coréenne et repousser cette dernière afin de libérer le sud de la Corée, voire le nord communiste. En revanche, la mise en pratique de cette stratégie est un véritable casse-tête. La riposte militaire conventionnelle voudrait qu'on renforce les troupes des Nations Unies au sein du périmètre de Pusan avant d'attaquer et de repousser les forces ennemies. En dépit des apparences, la situation des troupes du général nord-coréen Cha Young-jun est périlleuse. Outre qu'elles sont 2 fois moins nombreuses, elles se trouvent très loin de leur ligne d'approvisionnement et manquent cruellement de munitions et de vivres.
Les troupes démoralisées des Nations Unies et de Corée du Sud, repliées à Pusan, l'ignorent. Toutefois, MacArthur a repéré un autre objectif qui devient le cœur stratégique de son plan de bataille. La vallée du Han se situe à 30 km au sud de la capitale, Séoul. C'est le nœud de communication de la péninsule coréenne. Toutes les routes et les voies ferrées principales dont dépendent les troupes nord-coréennes amassées à Pusan passent par là. Pour MacArthur, c'est l'occasion rêvée de réaliser à la fois une opération médiatique et un triomphe stratégique. Un débarquement à Incheon permettrait non seulement de libérer Séoul à la date limite qu'il avait fixée, mais aussi de couper les ravitaillements aux troupes coréennes et de remporter la guerre du même coup. Cet objectif opérationnel, situé à 80 km de la côte, est presque unique dans l'histoire militaire. En conquérant ce goulot, on contrôle tout le sud de la péninsule. Les supérieurs de MacArthur sont dubitatifs. Ils connaissent les dangers d'un débarquement lancé d'aussi loin. Ils sont convaincus que la seule solution est d'enfoncer les forces ennemies à Pusan. MacArthur s'obstine dans son idée. Il argumente sans fléchir et finit par obtenir le feu vert. Il ne déviera plus de son objectif. Nombre de ses détracteurs lui reprochent de vouloir faire un coup médiatique afin d'être celui qui a libéré Séoul. Son plan est pourtant un trait de génie. Il peut asséner le coup de grâce à l'ennemi avec un assaut aussi audacieux que remarquable. En 1945, le général Holland Smith n'a pas d'autre choix que d'attaquer par la mer pour conquérir l'île d'Iwo Jima, alors qu'en 1950, le général Douglas MacArthur opte délibérément pour cette opération à haut risque. À présent, les deux hommes doivent satisfaire à la seconde exigence, les renseignements. L'impératif de renseignement s'était fait sentir avec acuité quelques années auparavant. En 1942, les Alliés préparent un débarquement massif en Europe. Ils sont confrontés au mur de l'Atlantique dressé par l'armée hitlérienne. Pour percer ce rempart phénoménal, ils lancent une immense opération de collecte d'informations. Les services secrets britanniques collaborent avec la résistance française pour localiser toutes les unités allemandes stationnées le long de la côte nord de la France. Des agents repèrent toutes les fortifications construites par les Allemands le long des portions vulnérables de la côte et envoient leurs informations aux stratèges basés à Londres. Les rivages se prêtant à un débarquement sont cartographiés et leurs marées sont relevées avec une grande minutie. Des équipes spéciales sont chargées de prélever des échantillons sur les plages afin de vérifier si le sable peut supporter des véhicules d'assaut. Aucun détail n'est laissé au hasard. Cette opération de renseignement militaire, la plus grande jamais organisée, s'étend sur plusieurs années. À Iwo Jima, le général Holland Smith ne peut espérer obtenir ce genre de renseignements et doit planifier au jugé. Iwo Jima est trop petite et trop bien défendue pour autoriser une mission de reconnaissance secrète afin d'évaluer les forces japonaises. Les stratèges supposent que le sable volcanique très meuble posera de gros problèmes aux hommes comme aux véhicules lors d'un débarquement. Ils savent en outre que les Japonais ont constellé l'île d'un dense réseau de fortifications. Comme la plupart sont enfouis dans le sol, la reconnaissance aérienne fournit très peu d'éclaircissements. L'expérience amère de la guerre leur a appris que les Japonais défendent farouchement le moindre pouce de terrain. Pour les déloger, il faut les anéantir jusqu'au dernier. Les stratèges n'en sauront pas plus avant le débarquement. 5 ans plus tard, en Corée, le général MacArthur se trouve devant une situation similaire à celle de Holland Smith.
il ne connaît pas l'ampleur des forces ennemies dans la région d'Inchon. Il ignore l'importance des renforts que l'ennemi peut envoyer après le débarquement, ni la vitesse à laquelle ils peuvent arriver sur place. Plus pénalisant encore, les stratèges ne disposent d'aucune information détaillée sur la géographie du terrain, surtout concernant le relief des plages sur lesquelles les troupes vont devoir débarquer et des rivages qu'elles devront conquérir. Même en l'absence d'informations détaillées, une simple carte suffit à comprendre le danger que présente un assaut amphibie. Inchon se trouve à la sortie du chenal du Poisson Volant. Les sites de débarquement sont situés derrière l'île Wolmido. Cette dernière doit être conquise avant de tenter un débarquement. La situation se complique encore avec les marées. À Inchon, l'amplitude des marées est une des plus fortes au monde. Quand les eaux se retirent, elles découvrent 6 km de laisse vaseuse. Pour que les troupes disposent de suffisamment de temps et ne sombrent pas dans le bourbier à marée basse, elles doivent s'élancer au plus fort de la marée haute et terminer le déchargement avant que les eaux aient trop baissé. Wolmido doit être conquise lors d'une seule marée haute. Les troupes de débarquement devront attendre la marée haute suivante, soit 12 heures, avant de pouvoir accoster. Même si l'île est conquise avec succès, l'ennemi disposera de 12 heures pour acheminer des renforts avant le débarquement principal. MacArthur est au pied du mur. Il a promis de reprendre Séoul 3 mois après sa conquête par les forces nord-coréennes. Il dispose de 3 dates où les marées successives seront assez hautes pour permettre en plein jour à la fois l'assaut de l'île Wolmido et le débarquement. Les Marines n'auront que 2 heures pour consolider une tête de pont sur le rivage avant la tombée de la nuit. MacArthur aura-t-il le temps de combler le manque crucial de renseignements? À 20 jours de l'opération, le lieutenant de marine Gene Clark est chargé de procurer à MacArthur les informations dont il a besoin. Clark s'infiltre de nuit. Il s'installe avec ses hommes sur une petite île face au port. Il prend contact avec la résistance sud-coréenne et commence à cartographier les chenaux, les îles et le relief des sites de débarquement. Il envoie aussi des estimations des forces ennemies et de leurs renforts. Clark reste sur place jusqu'au débarquement. Il fournit suffisamment d'informations à MacArthur pour le conforter dans l'option militaire qu'il a choisie. Le problème des marées et du terrain pourra être surmonté. De plus, les troupes ennemies ne sont pas nombreuses dans la zone. Grâce à ces informations, MacArthur prépare sa stratégie d'ensemble. Le premier assaut sera précédé par un bombardement naval afin d'éliminer l'artillerie ennemie. Pour que l'ennemi ne soupçonne pas le débarquement qui va suivre, MacArthur prévoit plusieurs manœuvres de diversion. À 6h30 du matin, à la première marée haute de la journée, des Marines devront conquérir Wolmido. À marée basse, les troupes de débarquement patienteront au large. Les hommes qui auront pris Wolmido seront particulièrement vulnérables durant tout ce temps. À 14h30, les vaisseaux de guerre reprendront le bombardement du front de mer. À 16h45, les premières troupes de débarquement quitteront les navires. À 17h30, les premiers Marines débarqueront sur les plages rouges et bleues. À la nuit tombée, vers 19h30, les Marines devront avoir conquis la zone et établi un périmètre défensif. Comme Smith à Iwo Jima, MacArthur choisit une option à très haut risque. Mais contrairement à Smith, il a pu la mesurer grâce aux informations recueillies. Une fois l'objectif fixé et les difficultés grossièrement cernées, la troisième exigence avant un débarquement est l'approche. Comment atteindre les plages à travers une mer souvent agitée et comment fournir aux hommes un soutien optimal.
Les hommes qui ont planifié le plus grand débarquement de l'histoire, celui de Normandie en juin 1944, ont sans doute eu la tâche plus aisée. Les Alliés ont franchi moins de 150 km pour atteindre les plages normandes et ont pu profiter de la couverture des avions de chasse. En revanche, dans le Pacifique, la tâche est très complexe pour la flotte américaine. Elle doit franchir 5000 km d'océan avant de lancer son attaque. Quand les États-Unis sont entrés en guerre après Pearl Harbor, l'US Navy n'était pas préparée. Les Américains étaient des novices en matière d'assaut amphibie. Ils n'avaient pas d'empire et se contentaient de défendre leurs frontières. Quand ils ont combattu dans le Pacifique, ils ont dû inventer une nouvelle forme de guerre. Ils ont mis au point une façon originale d'attaquer depuis la mer. Ils ont développé de nouvelles armes, une nouvelle stratégie et ils sont rapidement devenus très efficaces dans cette discipline militaire très complexe. Même quand ils réussissent à conquérir un archipel, il est trop éloigné de l'objectif suivant pour fournir facilement un appui. La plupart des objectifs se situent en moyenne à 800 km de la base la plus proche, un rayon d'action qui oblige à se passer de tout appui aérien. L'étape essentielle dans la conquête du Pacifique, c'est donc de s'assurer la maîtrise du ciel au-dessus de l'objectif visé avant de l'attaquer. La seule manière d'y parvenir, c'est de disposer de porte-avions. Dans un laps de temps très court, les États-Unis construisent une importante flotte de porte-avions. Le vaisseau du type Essex, 35 000 tonnes de jauge, transporte 91 chasseurs et bombardiers légers. Le soutien aérien doit saper les défenses de l'ennemi pendant que les hommes débarquent. Cette couverture est partiellement assurée par les appareils des porte-avions. Les cuirassiers et autres navires de guerre assurent le reste. Vulnérables face aux avions ennemis, ils sont transformés en plateformes d'artillerie lourde qui pilonnent sans relâche les positions ennemies pour protéger les troupes d'assaut. Mais toute cette puissance est vaine si la flotte ne peut être réapprovisionnée dans l'immensité du Pacifique. Les Américains ont un coup de génie en mettant sur pied en moins d'une année une nouvelle forme de guerre toujours utilisée de nos jours. Le troisième élément, dont on parle peu, mais qui est crucial, c'est la flotte de ravitaillement. Les assauts amphibies sont surtout une question de logistique, mais pas seulement. Elles impliquent aussi beaucoup de combats, mais ce qui distingue une offensive amphibie d'une attaque aérienne, c'est qu'elle draine derrière elle une immense quantité d'escorte, de soutien et de ravitaillement. La flotte de ravitaillement organisée par l'amiral Kelly Turner est vitale pour la campagne du Pacifique. Elle est constituée de nouvelles classes de cargos de ravitaillement et de bateaux-citernes. Les nouvelles techniques de ravitaillement en munitions et en carburant permettent aux navires de guerre de sillonner les mers des mois durant sans gagner un port. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les forces navales et amphibies américaines représentent la machine de guerre la plus formidable jamais constituée. Preuve en est la célérité avec laquelle les Marines sont acheminés à Iwo Jima et la rapide maîtrise aérienne, ainsi que le pilonnage dantesque de l'île. En 1945, après 72 jours de bombardement aérien, suivi de 3 jours de pilonnage ininterrompu par les cuirassiers et les croiseurs, les Marines s'apprêtent à lancer le débarquement le plus sanglant de leur histoire. À peine 5 années plus tard, cette formidable machine navale bien aguerrie n'est plus disponible pour que MacArthur l'intègre dans sa stratégie de débarquement en Corée. La fin de la Seconde Guerre mondiale et la naissance de l'ère atomique suscitent des réactions extrêmes. En 1949, le général Omar Bradley, chef d'état-major des armées américaines,
et Louis A. Johnson, ministre américain de la Défense, affirment publiquement que les États-Unis n'auront plus jamais recours aux opérations amphibies à grande échelle. Les forces navales et amphibies disponibles en 1950 pour MacArthur ne sont plus que l'ombre de celles qui existaient 5 années auparavant, ce qui ne décourage aucunement le général. Les 260 vaisseaux du général MacArthur qui se réunissent à Yokohama au Japon pour gagner Incheon constituent une flotte de fortune. Ils suffisent toutefois pour acheminer les troupes de MacArthur du Japon à Incheon, soit 2000 km de traversée. Une fois leurs forces en position, les deux généraux abordent la phase la plus critique de leur plan de bataille. Le travail de sape des défenses ennemies et les bombardements cessent. Les troupes d'assaut s'élancent dans leurs barges vers le rivage. C'est le moment de vérité de l'attaque par la mer. L'assaut proprement dit est la phase la plus vulnérable du plan de bataille. Cette vulnérabilité est illustrée par une sérieuse débâcle qui a eu lieu 3 ans auparavant en Europe. Les forces britanniques tentent une reconnaissance en force, un débarquement dans le port de Dieppe pour détruire des équipements stratégiques. Dès qu'ils accostent sur les plages, les soldats britanniques sont accueillis par une pluie de balles qui les stoppe net. La plupart des chars débarqués pour les soutenir s'enlisent dans les galets du rivage. Les rares véhicules blindés qui traversent les plages sont arrêtés par des obstacles anti-chars et détruits par les Allemands. 5 heures plus tard, les troupes sont évacuées. 2 tiers des soldats ont été tués, blessés ou capturés. À Iwo Jima, Howling Matt Smith et ses Marines n'ont guère le choix. Ils doivent s'aventurer sur des plages désolées et attaquer un ennemi invisible. Les Marines disposent toutefois d'un véhicule spécialisé pour franchir ces plages. Les progrès techniques et technologiques entre les deux guerres ont été prodigieux. Un des véhicules spécialisés est la barge de débarquement. Elle s'ouvre à l'avant, permettant aux soldats de s'élancer dès leur arrivée sur le rivage. Un autre véhicule est l'Alligator de Roebling, conçu à l'origine pour les marais en Floride. Les Marines ont estimé qu'il se prêtait à merveille pour franchir des récifs de corail, nombreux dans le Pacifique Sud où les Américains planifiaient plusieurs opérations. La tactique de Smith est relativement simple. Les premières troupes d'assaut, constituées de 8000 hommes des 4e et 5e divisions des Marines, partiront le 19 février à 8 h du matin. La 5e division débarquera sur les plages du sud-est, directement au pied du mont Suribachi, le volcan endormi qui domine l'île. Un des régiments devra traverser l'île pour la couper en deux. Un autre bifurquera vers le sud pour prendre d'assaut le Suribachi. La 4e division sera chargée de conquérir les 2 aérodromes plus au nord. Les Marines connaîtront l'ampleur de la riposte japonaise uniquement après avoir débarqué. Ils s'attendent au pire. Tous les débarquements effectués dans le Pacifique ont démontré que les Japonais défendaient férocement leur position dès le rivage et jusqu'au dernier homme. À l'heure prévue, 8 h 15, les troupes américaines atteignent les plages. Alors que les hommes se précipitent hors des barges, quelque chose d'étrange se produit. Durant 20 minutes, il règne un calme sinistre. Les hommes continuent leur progression. Soudain,
l'enfer se déchaîne. Mitrailleuses, mortiers et artillerie lourde transforment les plages en bains de feu. Le général Kuribayashi a totalement changé de stratégie. Ayant assisté à des débarquements réussis par les Américains, il a décidé d'attendre que les Marines soient sur la plage avant de les recevoir avec un déluge de feu tiré depuis des positions parfaitement camouflées. Les Marines s'aplatissent contre le sable. Les Japonais vont-ils lancer une contre-attaque massive? Les troupes de débarquement vont-elles être repoussées vers la mer? En Corée, le moment de vérité approche également pour les stratèges de MacArthur. Contrairement à Smith, ils ont réussi à cacher l'opération principale de leur stratégie. 5 jours avant d'attaquer Incheon, les forces aériennes et navales américaines bombardent l'île de Wolmi-do. Au même moment, un détachement des forces navales britanniques pilonne le port de Chinampo, 150 km au nord d'Incheon. Et des frégates britanniques débarquent des groupes d'assaut à Kunsan, 150 km au sud. MacArthur espère que ces 2 diversions permettront de dissimuler le véritable objectif du pilonnage de Wolmi-do. Le 15 septembre, peu avant 6h30 du matin, les forces navales déversent un dernier déluge de feu. Les Marines descendent dans les barges de débarquement. MacArthur s'installe sur le pont du USS McKinley. Le général ignore alors qu'il profite d'un coup de chance absolument inouï, sans lequel le débarquement d'Incheon aurait pu tourner au désastre. Les Soviétiques avaient planifié de miner le port. Si les mines étaient arrivées à temps, elles auraient dû être sur place quelques jours auparavant. Le débarquement aurait été bien plus compliqué, voire impossible. Apparemment, le wagon de mine marine destiné au port d'Incheon se trouvait sur une voie de garage en Corée du Nord. 6h33. Les premiers hommes du 3e bataillon de la 5e division des Marines débarquent à Wolmi-do. Les Amtrak franchissent les plages. Les Marines se déploient sur l'île. « 6h55, le drapeau américain est dressé sur Radio Hill, qui domine le port d'Incheon. 7h55, toute la zone est sécurisée. La stratégie de MacArthur se déroule comme prévu. Les heures anxieuses d'attente commencent. Les eaux se retirent, révélant les immenses laisses vaseuses. La flotte d'invasion doit patienter sans pouvoir intervenir. Les Marines s'attendent à une riposte qui ne vient pas. À 14h30, les vaisseaux pilonnent cette fois le front de mer. Les troupes de débarquement s'élancent sur les flots. La 5e division des Marines atteint la plage rouge à l'heure prévue, soit 17h30. Les soldats lancent des grenades et franchissent le parapet à l'aide d'échelles. Sur la plage bleue, le 1er régiment des Marines rencontre peu de résistance lors de son débarquement. À la nuit tombée, alors que les eaux se retirent, les soldats américains ont sécurisé la tête de pont. Pour MacArthur, la phase du débarquement est un formidable succès. Celle de Smith, en revanche, est toujours en péril. Une contre-attaque des Japonais réussira-t-elle à repousser ces hommes à la mer? Les 2 généraux et leurs troupes assiégées doivent assumer la phase suivante de leur assaut amphibie. Sécuriser une tête de pont.
conquérir un périmètre suffisant pour résister à toute contre-attaque et garantir l'acheminement des renforts et des ravitaillements. À Iwo Jima, Kuribayashi a déclenché le déluge de feu un peu trop tard. Les 20 minutes de délai ont permis à suffisamment de Marines de débarquer pour s'accrocher. Les Japonais ont aussi sous-estimé l'héroïsme des Marines, qui continuent leur progression alors qu'ils sont arrosés par les mitrailleuses et les pièces d'artillerie qu'ils ne voient pas. Une heure et demie plus tard, 2 sections ont traversé l'île. Chacune composée de 60 hommes au départ. L'une ne compte plus que 5 hommes, l'autre 3. Mais ces rescapés reçoivent des renforts. Les Marines progressent centimètre par centimètre vers les pentes du Suribachi. En dépit des pertes colossales subies par les Marines, 2420 morts le premier jour, les Japonais sont repoussés et leur position détruite. Les lance-flammes se révèlent très efficaces. Mais ceux qui les manipulent offrent des cibles de choix pour les tireurs d'élite. Sur les plages, les Marines s'activent pour débarquer le matériel, dont des chars Sherman et des pièces d'artillerie. À la tombée du jour, 30 000 Marines sont sur l'île et la tête de pont est sécurisée. En Corée, l'assaut en 2 étapes de MacArthur a rencontré si peu de résistance de la part de l'ennemi que le débarquement et la sécurisation de la tête de pont se confondent en une même phase. Dans les manuels, on raconte que les Coréens étaient si surpris qu'ils n'ont rien pu entreprendre pour repousser les Américains à la mer. Des recherches récentes nous ont révélé que les Américains ont exécuté cette opération de façon tellement efficace qu'ils ont aggravé l'épuisement des Coréens, qui étaient déjà à bout, notamment en anéantissant leur système de communication. C'était un assaut naval et amphibie classique, car avant même le débarquement, les Américains avaient rendu les Nord-Coréens aveugles, sourds et muets. Comme Smith, MacArthur tient également sa tête de pont à la fin du premier jour. À présent, les 2 généraux doivent passer à la phase suivante du plan de bataille. Il est important de noter que lors d'un assaut amphibie, il ne suffit pas d'établir une tête de pont. À un moment donné, les troupes doivent faire une percée pour mettre en œuvre la phase suivante. Smith et MacArthur sont conscients qu'un débarquement réussi peut se transformer en débâcle si le commandant ne réussit pas à faire progresser ses troupes. Un exemple classique a eu lieu en 1944 à Anzio, durant la campagne des Alliés en Italie. Lors de leur avancée, les troupes alliées sont arrêtées par les fortifications de la ligne Gustave, qui s'étend des rives de l'Adriatique à la mer Tyrrhénienne, à travers un massif montagneux. Le terrain est particulièrement favorable aux forces de défense allemandes. Comme les nombreux assauts pour passer la ligne Gustave se sont soldés par une débâcle sanglante, les Alliés décident de débarquer des troupes à Anzio, 60 km derrière les lignes allemandes, puis de s'enfoncer dans le pays pour couper les lignes de communication ennemies. Le débarquement a lieu le 22 janvier 1944. En 2 jours, 50 000 soldats sont acheminés sur le rivage. Pris au dépourvu, les Allemands opposent une faible résistance. Mais le commandant allié décide de consolider la tête de pont et d'attendre l'arrivée des chars et de l'artillerie. Pire encore, il ne lance aucune opération de reconnaissance pour évaluer les forces de l'ennemi. Improvisant de façon brillante, les Allemands encerclent rapidement la tête de pont des Alliés et parviennent presque à repousser les troupes alliées vers la mer. Conséquence, 4 mois d'impasse. Une occasion en or a été spoliée à cause de la trop grande prudence d'un commandant. À Iwo Jima, la percée de Smith vise un seul objectif: éliminer les défenseurs et sécuriser toute l'île. Les Américains n'ont pas d'alternative.
ils doivent progresser en subissant des pertes épouvantables. Cachés dans leurs abris, les Japonais attendent que les Marines soient tout prêts avant d'ouvrir le feu. Les corps à corps sont fréquents. Néanmoins, 4 jours après le débarquement, aux alentours de 10 heures, les Marines requinquent leur morale en fichant le drapeau américain au sommet du mont Suribachi. Immortalisée sous forme de monument en bronze, la scène est à la fois un hommage à Iwo Jima et au corps des Marines. Il faudra 1 mois encore avant de sécuriser toute l'île. Le 26 mars, la victoire est finalement acquise. Des 22 000 Japonais, moins de 1000 hommes ont survécu. 6 821 Marines ont été tués et 18 000 blessés. C'est la bataille la plus sanglante de la guerre du Pacifique. Bien avant les derniers combats, les chasseurs d'escorte P-51 sont basés sur l'île et les premiers bombardiers se posent en catastrophe. L'objectif stratégique du plan de bataille à Iwo Jima est atteint. Pour les troupes de MacArthur engagées en Corée, la percée hors d'Incheon a lieu au lendemain du débarquement et de l'établissement de la tête de pont. Les Marines progressent vers l'intérieur du pays, rejoints par la 7e division qui débarque à son tour. La résistance ennemie est sporadique, l'avancée des troupes américaines n'est pas ralentie. 10 jours plus tard, le 25 septembre, avant la date limite qu'il s'était imposée, MacArthur annonce que Séoul a été repris. Les mauvaises langues objecteront que le siège de l'Assemblée ne sera pas reconquis avant le 27. Deux jours plus tard, la 7e division conquiert la vallée du Han, carrefour des voies de communication du pays. Alors que les combats font rage, les Alliés assiégés à Pusan passent à l'attaque. Coupée de ses lignes d'approvisionnement, l'armée nord-coréenne se désintègre. MacArthur libère la péninsule coréenne en 4 semaines grâce à un des assauts amphibies les plus audacieux et les plus brillants de l'histoire de la guerre. MacArthur a pris des risques énormes en lançant le débarquement d'Incheon, des risques que peu de commandants oseraient prendre. Son coup de génie, c'est d'avoir ordonné une opération de renseignement très performante, dont se sont inspirés bon nombre d'assauts amphibies ultérieurs. Il avait si bien préparé le terrain que l'ennemi s'est disloqué. Il avait fait neutraliser ses défenses et anéantir nombre de ses positions. Il a également privilégié la logistique, en lui donnant une ampleur sans précédent, afin que les troupes qui avaient conquis les plages puissent y rester et tirer profit de ce premier succès. Les stratégies adoptées à Iwo Jima et à Incheon ont montré combien il est important d'avoir un objectif clair quand on conçoit un assaut amphibie. Pour le général Holland Smith à Iwo Jima, la conquête de l'île est un impératif stratégique évident et la tactique adoptée pour y parvenir la seule possible. En Corée, MacArthur aurait pu atteindre son objectif stratégique de différentes manières. Mais après avoir compris le gain stratégique d'un débarquement à Incheon, il l'a orchestré de façon magistrale. L'exigence de renseignement n'a pas eu le même impact pour les deux stratégies. À Iwo Jima, Smith n'en a pas profité. Ses hommes ont découvert le nombre d'ennemis et leurs forces en les combattant après le débarquement. Pour MacArthur, les renseignements ont été cruciaux. Une fois l'objectif stratégique fixé, il avait un besoin urgent de renseignements pour savoir si l'opération était faisable. Les phases d'approche et de débarquement ont été différentes pour les deux généraux. Smith a dû accomplir un très long voyage avant d'atteindre son objectif. L'armée américaine a dû inventer une nouvelle forme de guerre pour réussir l'opération. Et sur place, l'ennemi a férocement défendu ses positions. Il suffisait pour les hommes de Smith de sécuriser une tête de pont, car l'ennemi ne pouvait profiter d'aucun renfort.
Smith savait que les combats seraient féroces. Mais les Américains avaient déjà battu les Japonais sur d'autres îles. Smith était convaincu de réussir quel qu'en soit le prix. En Corée, MacArthur était confronté aux aléas de la nature. Les marées l'ont contraint à planifier l'opération en 2 étapes. Le risque calculé qu'il a pris a payé. Comme escompté, l'ennemi n'a pas été capable d'organiser la riposte. L'établissement de la tête de pont et la percée ont également été différents pour les 2 stratégies. À Iwo Jima, les troupes de Smith étaient condamnées à conquérir le terrain centimètre par centimètre. Ces hommes ont souvent combattu au corps à corps contre un ennemi prêt à sacrifier sa vie. Les 2 phases se sont confondues en une seule. À Incheon, après la réussite du débarquement, le reste de l'offensive a semblé facile. En optant pour un assaut amphibie, MacArthur a même failli gagner la guerre de Corée 4 mois seulement après son début. Malheureusement, après la progression de ses troupes en Corée du Nord jusqu'à la frontière chinoise, la guerre va s'éterniser sur près de 3 ans. Incheon est le dernier grand débarquement du XXe siècle. À la suite de ce succès stupéfiant, l'assaut amphibie demeurera une stratégie essentielle durant la guerre froide et jusqu'à aujourd'hui. Comme pour toutes les stratégies, la technologie continue d'évoluer. La seconde moitié du XXe siècle voit l'incorporation grandissante de l'hélicoptère. D'un point de vue tactique et surtout technique, il est intéressant de remarquer qu'au cours de la seconde moitié du XXe siècle, l'hélicoptère est de plus en plus fréquemment utilisé pour des opérations amphibies. L'hélicoptère permet d'accroître substantiellement le nombre de sites d'atterrissage pour déposer des troupes. Un hélicoptère est certainement plus vulnérable face à l'artillerie ennemie qu'un vaisseau de surface, mais il peut déposer des troupes en des lieux où les navires ne peuvent s'aventurer. Les grandes puissances comme les États-Unis recourent volontiers aux assauts amphibies pour imposer leur force à travers le monde. Les porte-avions nucléaires de l'US Navy et les porte-hélicoptères des divisions amphibies des Marines constituent un formidable symbole de puissance. La menace d'un débarquement peut aussi influencer la stratégie de l'ennemi. Lors de l'opération Tempête du désert, les exercices de débarquement dans le golfe Persique annoncés à grand renfort de publicité ont parfaitement rempli leur rôle de diversion. Alors que les troupes irakiennes attendaient devant les plages, les Marines pénétraient au Koweït en traversant la frontière terrestre depuis l'Arabie Saoudite. L'assaut amphibie est une des opérations militaires les plus hardies qui soient. Nombre de pays dans le monde s'y intéressent et adaptent leur doctrine et leur développement technologique en conséquence. Le désir de faire débarquer une force expéditionnaire sur des rivages lointains et d'y remporter un succès militaire a toujours été le Saint Graal pour les militaires. Tant qu'il y aura des guerres, les grandes puissances continueront à développer les outils qui permettent de mettre en œuvre une stratégie aussi percutante.